Chers amis, chers camarades, merci d'être venus pour la conférence de Benoît Steckenburger, qui est philosophe, professeur de philosophie, auteur d'ouvrages de philosophie et d'ouvrages aussi consacrés à la laïcité, édités par La Libre Pensée, et qui va présenter une conférence pour une école publique, laïque et émancipatrice. Alors une école publique, vous êtes au courant de la situation dans laquelle nous sommes entrés avec ce gouvernement antidémocratique qui est là dans un déni total de démocratie, dans un cas de véritable coup d'État, et où la volonté populaire, le vote populaire est ignoré, et où la politique de destruction de l'éducation nationale et de la laïcité, qui a été largement pratiquée par les deux précédents gouvernements de Macron, évidemment risque d'être aggravée. Vous avez pris connaissance de la nomination d'une ministre de l'Éducation qui apparemment était spécialiste plutôt de cuisine et de recrutement de domestiques, et en particulier d'aider à repérer les domestiques dociles aux Philippines. Voilà le CV de cette ministre, qui a affirmé d'emblée qu'elle voulait apprendre à la jeunesse le sens de la souffrance et du sacrifice. Quand on sait que ce gouvernement veut mettre en place le service national universel, qui consiste à préparer, et les classes défense, qui consiste à préparer la jeunesse à la guerre, à la militarisation, on a des raisons de s'inquiéter. Bon, fort heureusement, il s'agit évidemment d'un gouvernement tellement minoritaire qu'on peut espérer que l'aspiration à la constituante, qui est de l'aspiration à la constituante, qui s'exprime de plus en plus dans la population, pourra effectivement s'affirmer. Alors, je vais donner la parole à Benoît tout de suite, qui va commencer sa conférence. Merci. Je vais essayer d'être aussi peu docile que possible. Donc, je remercie les camarades de la Libre Pensée de Paris de m'avoir demandé de venir parler un petit peu. Alors, on s'excuse pour l'état un peu vétuste du local qui est en travaux. Hein, voilà, ça donne une ambiance assez curieuse, mais c'est très temporaire. Voilà, c'est tombé là-dessus. Donc on a voulu faire une conférence, une discussion, parce que je ne vais pas non plus parler des heures, sur le thème de l'école publique, laïque et émancipatrice. C'est sans doute pas la première fois dans ces locaux on parle de l'école publique, laïque, gratuite et émancipatrice. Et je ne prétends pas réinventer les fils à couper le beurre, ou je vais peut-être même enfoncer des portes ouvertes, surtout en travaux. Mais l'actualité récente, donc ce que tu as dit, la nomination de la nouvelle ministre, du secrétaire d'État aussi, les affaires récentes du collège Stanislas, etc., ont quand même réinstauré un renouveau de la question scolaire autour de la bataille pour l'école publique, dans un contexte qui était devenu très défavorable, ne serait-ce que parce que déjà en général, quand on parle de laïcité dans le camp progressiste, c'est devenu un champ de bataille où tous les coups sont permis et puis toutes les confusions se multiplient. C'est un peu comme dans les caricatures pendant l'affaire Dreyfus, vous savez, une famille écrit à table, il ne faut pas en parler, puis à la fin on voit une deuxième image, là les assiettes ont volé, il n'y a plus de nappes, etc. Ils en ont parlé. Et donc quand on parle de laïcité dans le camp un peu progressiste, c'est le cas. Quand on parle de laïcité scolaire, c'est encore pire. Voilà. Donc moi je vais essayer plutôt de revenir à la fois sur un peu l'actualité de la question scolaire dans les mois qui viennent de passer, mais surtout de revenir aussi à la raison d'être de l'école laïque. Hein. Pourquoi la laïcité de l'école est quelque chose d'important en le rapportant à ce que c'est que l'enseignement, et pourquoi il a fallu arracher l'enseignement au dogme et à l'Église. Alors,
le camp progressiste est d'autant plus miné par l'affaire de la laïcité qu'on vit en plus là, depuis une quarantaine d'années devant une grande offensive des néoconservateurs, des révolutions conservatrices, de tous côtés d'ailleurs. On peut à la fois considérer que du côté du camp américain, avec la victoire des néoconservateurs, mais aussi dans le monde arabo-musulman, avec la montée des frères musulmans, on a des néoconservateurs un peu partout, ce qui fait que les implications sur les questions d'émancipation, de liberté, touchent tout le monde. Entre les États-Unis, qui dans les années 60 étaient le lieu de la contre-culture, la lutte pour les droits civiques, etc., et les États-Unis, où on remet aujourd'hui en cause le droit à l'avortement, et où Trump est l'un des deux candidats les plus en avant, et peut-être même celui qui va de nouveau gagner, qui peut librement avoir des propos racistes ou sexistes, les néoconservateurs de ce côté de l'Atlantique ont gagné. Et dans le monde arabo-musulman, ne prenons que la Turquie, qui a accordé le droit des femmes en 1929, et on voit comment Erdogan, aujourd'hui, a mis en place un gouvernement plus que conservateur, liberticide, à bien des égards. Donc effectivement, parler de laïcité aujourd'hui dans un monde qui globalement est dominé par un retour des religions néoconservatrices, c'est assez difficile. Et l'école, évidemment, va subir de plein fouet cette idée. L'école a été touchée, l'école publique, par de nombreuses réformes, modifications. Et dans la période un peu récente, dans l'actualité, autour des législatives, on a vu comment elle a été encore l'objet de tours de passe-passe. Je vais en citer un ou deux, mais Gabriel Attal, qui n'a rien fait pour l'école publique et qui avait annoncé d'ailleurs la suppression de milliers de postes, s'est contenté d'une circulaire sur l'abaya dont on peut contester à la fois l'opportunité et même les raisons d'être juridiques dans le cadre de la loi de 2004. Tandis que le Rassemblement national se présentait comme un défenseur de l'école laïque, ce qui est absolument aberrant quand on a un peu d'histoire. L'un de celui qui pensait peut-être devenir ministre si le Rassemblement national avait remporté, Roger Chudeau, il proposait d'imposer un examen national en CM2 pour renvoyer les plus faibles dans des sixièmes d'adaptation, de supprimer l'enseignement d'éducation prioritaire et de caporaliser les enseignants. Il avait déjà annoncé que tous les enseignants qui s'étaient exprimés dans la presse contre le Rassemblement national seraient convoqués par l'inspection générale. Donc vous voyez comment on en est. Marine Le Pen, qui est présentée maintenant par un certain nombre de médias conciliants, ou plus que conciliants, alliés objectifs, continue ses diatribes permanentes contre l'islam, puisqu'elle a maintenant passé un accord avec l'extrême droite israélienne. Elle n'est plus pour l'interdiction des signes religieux à l'université, parce que ça toucherait aussi la religion juive, mais continue de parler tout le temps de la question de l'islam. Et la nomination à laquelle tu faisais référence d'Anne Gemtet au ministère de l'Éducation nationale a été accompagnée par un autre, un ministre délégué, Alexandre Portier, à la réussite scolaire et l'enseignement professionnel, qui, au moment même où on a redécouvert, grâce où il sera rendu, Madame Castera, Oudia Castera, grâce à elle, on a réappris plein de choses sur l'enseignement privé. Mais au moment même où on apprenait les passe-droits, les subsides dont bénéficie l'enseignement privé, il a signé une tribune avec François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes des Républicains, pour défendre l'enseignement privé. Et il disait notamment, M. Portier, donc, qui est ministre dans l'Éducation nationale maintenant, cessons de dissimuler les défaillances de l'enseignement public dans des procès d'intention faits à l'enseignement privé. Et alors que ça masque les dizaines d'années de dévalorisation du métier d'enseignant, on n'a qu'à voir la baisse drastique des candidats. De moins en moins de jeunes veulent être enseignants aujourd'hui, c'est comme un symptôme et une difficulté. L'angoisse des élèves avec toutes les réformes qui ne savent jamais en cours d'année si on ne va pas changer les choses. N'oubliez pas que Blanquer a changé les protocoles d'orientation en pleine année scolaire, pendant les vacances d'automne, lorsqu'il avait fait sa réforme qui a institué Parcoursup. Et puis, c'est la suppression massive de postes d'enseignants. Depuis 2017, 8865 postes d'enseignants ont été supprimés.
Tandis que pour la rentrée, le gouvernement Attal, démissionnaire depuis, mais avait prévu la suppression de 2000 postes dans le public et 500 dans le privé sous contrat. Le privé sous contrat, on va en donner un certain nombre d'indications parce qu'il y a eu tant de mesures contre l'enseignement public depuis des années qu'aujourd'hui les choses sont incroyables. France Info, qui n'est pas une officine gauchiste ou un média dont on pourrait soupçonner, a fait une enquête sur ce qu'on appelle les dotations publiques. À chaque rentrée, les établissements reçoivent un quota d'heures calculé par rapport au nombre d'élèves. Bon, et ce qu'a montré France Info, c'est que dans 19 sur 24 académies, le taux moyen d'heures données par établissement est supérieur dans le privé que dans le public. Et que par exemple, France Info citait Victor Duruy, parce que Victor Duruy, c'est le lycée pas très loin de Madame Oudéa Castéra, dans le 7e arrondissement, qui est quand même pas non plus un quartier très défavorisé, mais même le lycée Victor Duruy recevait 1,04 moyen heures par élève contre 1,16 pour les établissements privés. C'est ce qui fait une centaine d'heures d'enseignement en moins pour le public, données par l'État. Et donc, en effet, depuis les grandes lois de laïcité scolaire 1882, avant 1905, et la loi de 1905, il y a eu toute une série de reculs sur le front de la laïcité, notamment la laïcité scolaire, qui ont donné au fur et à mesure des cadeaux à l'enseignement privé. Et le sommet, ça a été la loi Debré, qui permet le financement de l'école privée sous contrat, avec le paiement des personnels, qui sont payés par nos impôts, le financement d'une partie des investissements à hauteur de 10%, par exemple. Bon, mais ça ne suffisait pas. Il y a eu quelques accords Lang-Cloupet qui ont aidé encore l'enseignement privé à un moment donné. Et puis la loi Carle de 2009, qui était théoriquement destinée à garantir la parité de le financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi aboutit à ce que les collectivités locales paient la fuite des élèves vers le privé, puisqu'ils doivent verser des subventions à l'enseignement privé pour les élèves qui sont scolarisés. La réforme Blanquer a eu notamment comme intérêt de rendre la scolarité obligatoire à 3 ans, ce qui a l'air de rien. C'était déjà le cas massivement pour les élèves du public, sauf que ça veut dire que c'est les établissements privés qui jusqu'à présent avaient peut-être des élèves, mais comme ce n'était pas obligatoire, ne recevaient pas de subventions, se sont mis à recevoir des subventions. Et donc ça a été de nouveau un cadeau déguisé à l'enseignement privé. Et on estime, on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai des rapports Vanier-Weisberg, mais on estime qu'il y a plus de 12 milliards de fonds publics qui chaque année sont détournés du financement de l'école publique, puisqu'ils vont à l'école privée. Et c'est ça qui, depuis 1960, depuis le serment de Vincennes contre la loi Debré, mobilise le camp laïque pour défendre l'école publique. Alors pourquoi faut-il défendre, après tout, une école publique, laïque, gratuite? Oui, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que l'école devrait être laïque par nature? Bon. Souvenez-vous qu'au XIXe siècle, ce n'était pas le cas en France, et qu'au XIXe siècle, Louise Michel, par exemple, a ouvert des écoles libres. Les écoles libres, à l'époque, ça veut dire des écoles qui n'étaient pas sous domination religieuse. Il a fallu tout le jésuitisme et la sophistique de l'enseignement privé pour faire croire aujourd'hui que la liberté de l'enseignement, c'est le libre choix des familles, en plus payé par l'État, mais le libre choix des familles dans les écoles privées. Donc les grandes manifestations pour l'école libre en 84 avaient totalement détourné le slogan de l'école libre, qui était au départ le slogan de l'école publique, qui était héritière à la fois de l'esprit des Lumières, de l'esprit humaniste. L'école a été laïcisée avant l'État, puisque les lois de Ferry 1882 sont d'une vingtaine d'années avant la grande loi de 1905, et il y a eu une raison fondamentale à ce qu'un certain nombre de réformateurs républicains, pas toujours progressistes, Luc Ferry, voilà, ça y est, j'ai fait l'autre, Jules, n'a pas eu que des propos progressistes en toute fin, mais la question de l'enseignement
c'est la grande question des Lumières. C'est la grande question qui a été développée au XVIIIe siècle. Hein. D'ailleurs, il y a de nombreux traités de pédagogie, d'enseignement qui commencent à apparaître au XVIIIe siècle. L'Émile de Rousseau, c'est un traité d'éducation. John Locke a fait un traité d'éducation. David Hume a discuté d'éducation. Kant a aussi écrit des propos de pédagogie. Alors, c'est pas le meilleur de ses textes, hein, parce que dans ses propos de pédagogie, il met tous les préjugés de son temps, notamment sur ce qu'on doit faire pour les garçons et pour les filles. Bon, bref. Mais le même Kant a tenté de résumer dans un petit texte qui s'appelle « Réponse à la question qu'est-ce que les Lumières ?» Il a essayé de résumer ce qu'était que l'esprit des Lumières. Et pour lui, l'esprit des Lumières, c'est « ose penser, ose te servir de ton entendement, sapere aude, pense par toi-même ». Alors c'est évidemment un paradoxe, hein, parce que pense par toi-même, c'est un peu quand on nous demande d'être spontané sur une photo, quoi. Voilà. Bon, c'est pas facile. Et c'est là que l'école doit jouer un rôle. L'école doit jouer un rôle parce que pour apprendre à penser par soi-même ou pour se mettre à penser par soi-même, on doit passer par une institution. Hein. On doit passer par un rapport à la culture, par rapport à l'enseignement. Et c'est ça que va mettre en place l'école publique. On ne pense pas naturellement par soi. Hein. Descartes, dans le discours de la méthode, nous mettait déjà en garde sur les préjugés, hein, qui nous empêchent de penser droitement. Et ces préjugés hérités de l'enfance, hein, pour lui, les plus grands préjugés sont acquis vers l'enfance. Il reprend là d'ailleurs une formule de Cicéron, hein, qui disait qu'on avait sucé l'erreur avec nos nourrices. Alors l'image n'est pas très belle, mais c'est l'idée que dès l'enfance, on intègre un certain nombre de préjugés. Et pas forcément d'ailleurs des préjugés religieux ou moraux, hein, des manières de penser qui en tant que telles forgent notre esprit et peuvent nous empêcher d'avoir un esprit critique ou un esprit de recherche. Gaston Bachelard, le grand spécialiste de philosophie des sciences, qui a créé en gros l'école de philosophie des sciences en France, qui a un parcours extraordinaire, hein. C'est un postier qui passe un diplôme d'ingénieur et il finit par discuter avec De Broglie et Einstein à la Sorbonne. Hein. Bon, donc c'est quand même quelqu'un qui est fascinant de ce point de vue-là. Dans ses textes sur la question de la philosophie des sciences, il montre que on génère dans l'enfance parfois des représentations par le langage, par les habitudes de pensée, qui fait que on est plein de préjugés dont on n'arrive pas à se départir. Donc il faut sortir les préjugés. Il a fait toute une série de recherches sur la manière dont on s'est mis à trouver comment fonctionnait l'électricité. Bon. L'électricité, au XVIIIe siècle, on ne sait pas très bien ce que c'est, et voilà, on s'aperçoit que l'électricité statique, ça colle. D'ailleurs, les cheveux sont collés au peigne, donc il cherchait de la colle, puisque ça colle. Mais cherchant de la colle, il cherchait une substance, il cherchait une matière, et donc tant qu'on cherche une matière, on ne trouve pas l'électricité. Donc les préjugés qui sont inscrits en nous, ils vont très très loin sans qu'on se rende compte. Ce n'est pas forcément des valeurs qui nous sont inculquées. Et donc précisément, qu'est-ce qui nous permet de penser librement? C'est d'être l'auteur soi-même de ses propres pensées, et c'est à ça qu'a été destinée l'école publique dans la continuité des Lumières et de l'humanisme. Le rapport à l'enseignant dans l'école publique ne devrait pas être un rapport de soumission. Hein. Le magistère, le maître, c'est pas le dominus, hein, c'est pas le même sens. Hein. Il ne domine pas. Hein. C'est celui qui, au contraire, devrait être capable de transmettre un certain nombre de savoirs et de savoir-faire dont l'élève ensuite pourra se servir et utiliser. On connaît peut-être tous la formule de Montaigne, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Mais une tête bien faite, si elle n'est pas pleine, elle ne doit pas être vide non plus. Voilà. On ne pense pas à partir de rien, hein, et on pense dans un dialogue avec les autres auteurs, les anciens. Descartes d'ailleurs disait que la lecture était comme un dialogue avec les anciens. Hein. Bon. Et c'est à cela que sert l'école, c'est-à-dire qu'elle doit fournir un cadre institutionnel dans lequel on peut ranger, placer nos propres pensées. Et Montaigne a intitulé l'un des chapitres qu'il consacre à l'éducation des enfants, l'institution des enfants. C'est curieux qu'on va instituer les enfants, comme s'il fallait en faire quelque chose. Mais oui, précisément, parce qu'un enfant est comme une table rase, comme une page blanche, hein, quelque chose qui se construit, et quelque chose qui doit être guidé pour ensuite classer les choses. C'est le même esprit que l'encyclopédie. Qu'est-ce que c'est qu'une encyclopédie ? L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, par exemple, c'est quelque chose qui veut faire le tour, encyclo, hein, le tour de la connaissance, et avec un programme raisonné de connaissance.
Ce n'est pas simplement un dictionnaire alphabétique. Quand Diderot et d'Alembert ont fabriqué l'encyclopédie, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas pris les mots au hasard, un par un. Il y a une structure, il y a même une structure qui joue avec les autorités de l'époque, puisque parfois, un article totalement secondaire, il y a un article qui concerne une petite algue, dont j'oublie le nom, bref, peu importe le nom latin. Il y a 4 lignes sur l'algue, et après, il y a une page et demie de comment est-ce qu'on connaît, par expérience, et donc c'est une défense de la méthode scientifique de recherche et non pas dogmatique, qui est cachée dans un article sur une algue. D'ailleurs, le même Diderot, avec l'encyclopédie, lorsque l'encyclopédie a été censurée, puisque les jésuites étaient à la manœuvre, puisque c'était après la tentative d'assassinat de Damien, et des bonnes âmes ont glissé dans les oreilles du roi Louis XV que si on avait tenté de le tuer, c'était à cause des encyclopédistes et de l'esprit libre, donc il a voulu censurer l'encyclopédie. Et le responsable de la censure en France, qu'on appelait le libraire du roi, Malesherbes, était un esprit ouvert. Et il était intéressé par l'encyclopédie. Et donc il a dit à Diderot, mon pauvre Diderot, on va vous saisir l'encyclopédie demain. Alors là, Diderot était 400 coups, mais Malesherbes dit, j'ai une solution, venez les planquer chez moi, comme ça mes gendarmes ne pourront pas les trouver chez vous. Voilà, donc Malesherbes a caché les exemplaires dans l'encyclopédie de Diderot. J'ai fait une digression qui n'était pas prévue, et c'est pas dans ma feuille, mais c'est pas grave. Voilà. Donc l'encyclopédie essaye d'organiser un savoir raisonné, parce que précisément l'idée de l'enseignement et de l'encyclopédie, c'est que le savoir vient de la raison, il vient de la discussion. Les encyclopédistes étaient en discussion avec eux. Par exemple, vous avez 2 articles d'économie politique dans l'encyclopédie. Il y a un article qui s'appelle « Économie politique » signé par un certain Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Et un autre, parce qu'il n'a pas plu à Diderot, cet article qui s'appelle « Économie », avec le E dans l'eau, comme on l'écrivait à l'époque, politique, de feu Monsieur Boulanger, un auteur un peu obscur qui avait apparemment fait un traité contre la tyrannie. Mais donc ils discutent entre eux. Donc ce savoir raisonné est un savoir qui doit être ouvert à la discussion, à la confrontation, à partir de quoi ? À partir d'éléments rationnels. C'est le mouvement des sciences qui apparaît au XVIIIe siècle. Et c'est grâce à l'appui sur des discours raisonnés que l'on peut discuter, qu'on a un savoir qui circule. C'est l'objet même de l'éducation. Et ne nous y trompons pas, Rousseau, je le disais tout à l'heure, Diderot aussi a eu des projets d'éducation. Il a fait des projets d'éducation pour la Russie, qui ont été rejetés par la tsarine, qui voulait bien accueillir Diderot, mais pas réformer son système d'enseignement, qui s'oppose à la pratique dogmatique de la scolastique médiévale, où on publie des sommes, la somme théologique par exemple de Thomas d'Aquin, et non pas un savoir rationnel. Donc, lorsqu'on va à l'école, on doit être confronté à un savoir qui est garanti par les sciences et par la méthode rationnelle. Et c'est dans cela que l'école laïque a été construite pour sortir l'enseignement de toute emprise dogmatique, de toute emprise qui se réfère à un livre, biblos en grec, la Bible, et non pas à l'avancée des sciences. Donc, elle est le lieu où les élèves, dont on ne sait pas leur origine, pas des élèves musulmans ou catholiques, ce sont des élèves, c'est-à-dire des enfants. L'élève, ce n'est pas celui qui est soumis à un élevage, ce n'est pas celui qui est dominé, ce n'est pas celui qui est gavé, tête bien pleine. L'élève, c'est celui qui doit être élevé de la situation d'apprentissage à l'autonomie du jugement. Et on retrouve ça dans tous les textes des Lumières qui concernent la question de l'éducation. Alors, cette construction de l'école publique laïque s'est faite progressivement au XIXe siècle. Ça n'a pas été gagné. Alors, il faut voir d'où on partait. Parce que l'école était organisée. Alors, en 1833, la loi Guizot organisait l'enseignement primaire comme suit. L'enseignement primaire prévoit l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de langue française, le calcul, le système légal, les poids et mesures, etc. Ça succédait à l'école napoléonienne, qui en 1808 avait proclamé « Les écoles prendront pour base de leur enseignement, premièrement, les préceptes de la religion catholique. Deuxièmement, la fidélité à l'empereur et la monarchie impériale. Troisièmement, la fidélité à la dynastie napoléonienne. » Voilà. Ça organisait un cadre assez cohérent, dogmatique. Bon.
Tandis que la loi du 28 mars 1882, la première grande loi de laïcisation de l'école, elle change véritablement les choses en remplaçant l'instruction religieuse par une instruction morale et civique. Et elle prévoit ensuite, même chose, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des éléments de langue française. Et puis un élément qu'on oublie de citer souvent quand on parle de laïcité 1882, les garçons auront des travaux militaires et les filles des travaux de couture. Voilà, quand même. On n'était pas non plus dans l'émancipation totale. Alors, l'Église catholique ne s'y est absolument pas trompée. Lorsque les lois de laïcité 1882 ont été prises, puis la loi de 1905, elle a été vent debout contre la laïcisation de l'État, la laïcisation de l'école. En 1882, elle a mis à l'index les manuels officiels de pédagogie, interdits théoriquement de lecture par les catholiques. En 1908, il y a une déclaration des archevêques, cardinaux et évêques de France qui est citée par Jaurès. Donc, c'est une série de discours de Jaurès pour la laïque, un moment de crise en 1910 de l'école publique, avec une grosse offensive de l'Église catholique et donc de la droite contre l'école. Et donc Jaurès a fait 2 discours successifs. Il s'est arrêté parce qu'il était épuisé, donc il a reporté au lendemain le second discours. Et il cite quelques passages d'intervention de l'Église catholique, qui dénonce l'école laïque parce qu'elle est neutre et qui proclame que toute école qui ne serait pas impérieusement confessionnelle serait mauvaise. Il ne s'arrête pas là. En 1909, le pape Pie X, contre les droits de l'homme et la laïcité, dit que la patrie n'a de droit que dans la mesure où elle se soumet à l'Église. Voilà. On a toute une série d'éléments de contestation des instituteurs dans les écoles, de dénonciation des écoles comme étant lieu de la perversion, de l'absence de morale, etc. Elle n'a pas abandonné facilement. En 1945, sans avoir aucune autocritique sur son soutien à Pétain, quand même, elle remet une couche sur la laïcité, l'Église, puisque il y a une déclaration j'ai oublié des évêques qui dit la chose suivante: si la laïcité de l'État signifie la volonté de l'État de ne se soumettre à aucune morale supérieure, de ne reconnaître que son intérêt comme règle de son action, alors que l'État ne reconnaisse son intérêt que comme règle de son action, c'est un nom, c'est la souveraineté démocratique. C'est que la loi est faite par l'État, elle n'est pas soumise à autre chose que la volonté générale, ce que théorisait déjà Rousseau. Donc nous affirmons, disent les évêques, que cette thèse est extrêmement dangereuse, rétrograde et fausse. Il aurait encore fallu que la République, en 1945, se soumette à la question religieuse. Bon. Or, cette laïcisation de l'école est passée par une laïcisation des programmes, des contenus, par une laïcisation du personnel, puisqu'auparavant, le personnel n'était pas laïque, puisque c'est l'Église. Donc il y a eu la création de toutes les écoles normales, celui qu'on appelait les hussards noirs de la République, dès 1879, mais aussi organiser la formation des enseignants, et donc la question des grades scolaires, la question des universités. L'État est désormais le seul habilité à délivrer des diplômes et grades universitaires. Or, on voit bien comment un certain nombre d'instituts catholiques essaient de s'appeler université, de créer des diplômes avec des accords avec les uns et les autres. Et la Constitution de la Ve République fait de l'enseignement public une obligation pour l'État, gratuit, laïque, à tous les degrés. C'est un devoir de l'État constitutionnel que d'assurer un enseignement gratuit et laïque à tous les degrés. On voit, encore une fois, comment M. Blanquer, dans sa grande sagesse, celui qui était pour favoriser quelques écoles privées via des fondations, via Parcoursup qui multiplie les formations sélectives et donc plus gratuites, est en train de donner un coup à cette idée d'une école
gratuite, laïque, à tous les degrés. Là, on s'était élevé à la libre pensée contre la réforme Blanquer du cadre national du diplôme de baccalauréat, parce que ça, c'est aussi une manière de casser l'enseignement public et laïque. Et puis, cette laïcité, ensuite, est organisée auprès des personnels, hein, et il y a les chartes de la laïcité dans les établissements scolaires avec une quinzaine d'articles, enfin pas une quinzaine, 15 articles, hein, qui rappellent un certain nombre de principes. D'abord, qui rappellent la loi de 1905, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, hein, qui rappelle le caractère laïque de la République, car l'article 1 de la Déclaration des droits de la Constitution dit que la France est une république indivisible. Indivisible dans la Constitution. Indivisible, ça y est, j'ai perdu. Laïque, démocratique et sociale. Voilà, je ne trouve plus de l'ordre. Et en application, en fait, de ce qu'a été l'esprit de la laïcité, l'esprit, hein, parce que ce n'était pas les mots, de 1789. L'article 10 de la Déclaration de 1789 rappelle que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même en matière religieuse. Hein. Et l'article 11 prévoit la liberté d'expression, et c'est ce socle-là de liberté de la laïcité qui est à l'origine des grandes lois de 1905, ce qu'on oublie aujourd'hui, hein, puisque comme on ne parle plus que de laïcité que pour réprimer, organiser, etc., que le discours de la droite conservatrice en fait une arme contre une seule religion, parce que les mêmes qui dénoncent l'islam sont tout à fait d'accord, je pense à Ménard, pour mettre des publicités pour la messe du 15 août dans le journal municipal, ou quand on a le sénateur du Var qui va aux processions du 15 août porter, en tant que sénateur, la chasse de la Vierge. Donc ces gens-là ont une notion de la laïcité qui a sens unique. Donc cette idée que l'enseignement est organiquement laïque est inscrit dans la Constitution et dans les textes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que l'école publique n'a rien à dire des religions. Hein. La question religieuse est déjà prise en compte dans l'enseignement, est déjà prise en compte dans le contenu des cours. Elle est prise en compte dans les cours d'histoire, dans les cours de philosophie, dans les cours divers et variés. Il n'y aurait pas besoin, par exemple, d'avoir une conception œcuménique de la laïcité. C'est-à-dire, on va faire venir un prêtre, un imam, un abbé. Au bout d'un moment, comment on choisit ? Comment l'État, qui est article 2 de la loi 1905, ne reconnaît ni ne salarie aucun culte ? Comment l'État va choisir dans les différentes sectes religieuses lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises ? Comment on va dire, on va prendre ce protestant ou celui-ci, ce juif ou celui-là, ce pastafarien ou cet autre, etc., etc. Comment on va choisir parmi les différents courants religieux pour dire qui va venir ? Donc là encore, l'enseignement doit être intrinsèquement laïque. Il peut y avoir un enseignement sociologique, un enseignement historique, un enseignement philosophique du fait religieux, mais pas un enseignement dogmatique ou croyant, hein, qui n'est pas... c'est pour ça que du bas de l'école primaire jusqu'en haut, la détermination des grades universitaires, la laïcité de l'école est fondamentale. Bon. Alors il faut qu'on aboutisse et qu'on dise pourquoi il faut la défendre. Voilà. Et comment nous entendons la défendre à la libre pensée. Voilà. Parmi les événements de cette année, on a eu le feuilleton Oudéa Castéra, où tous les jours on apprenait de nouvelles choses sur le collège Stanislas, ses multiples piscines financées, bref. Mais il y a eu des parlementaires qui ont aussi travaillé, puisqu'il y a eu un rapport de 2 députés, Paul Vanier de la France Insoumise et Christopher Weisberg de Renaissance, enfin ça a encore changé de nom, Macron, voilà, une mission d'information relative au financement public de l'enseignement privé sur contrat. Donc ils se sont placés dans le cadre de la loi Debré, que nous contestons, hein, mais ils se sont placés dans le cadre de la loi Debré pour regarder comment cette loi Debré était appliquée dans l'enseignement privé. Et il y a quand même des leçons à en tirer, parce que même si nous sommes pour l'abolition de la loi Debré, eh bien, ce qu'ils ont enquêté nous donne un certain nombre d'éléments sur l'étendue des dégâts. Par exemple, aucun service de l'État n'a pu donner le même chiffre en ce qui concerne
le montant des financements de l'école privée. L'État ne sait pas exactement, selon les services, entre 10 et 12 milliards, combien il verse à l'école privée. Il y a une opacité dans les systèmes de rétribution qui est telle que l'État lui-même ne peut pas le dire. C'est un système qui n'est pas contrôlé. C'est-à-dire que la loi Debré prévoyait que normalement les établissements privés sous contrat devaient être régulièrement contrôlés par les inspections académiques et puis par les services d'État. Bien. Le nombre de contrôles actuels est tel que les parlementaires ont estimé que si on continue à ce rythme-là, il faudra 1500 ans pour contrôler tous les établissements privés sous contrat. C'est dans le rapport parlementaire. D'ailleurs, ils ont constaté que 21% des établissements ont perdu leur contrat et sont incapables de dire quel est leur contrat. 21%. Voilà. Cette absence de contrôle permet de très nombreux débordements, donc les rapporteurs en ont cité quelques-uns. La fausse déclaration par les personnels de direction des heures d'enseignants, voilà, payés sur fonds publics, mais non réalisés. Le détournement du forfait communal pour en fait financer des fonds d'investissement, le fait que vous ouvrez une section technologique avec une classe, donc vous refaites tout le bâtiment, pour tout le monde, puisque l'enseignement technologique a le droit à plus de financement que l'enseignement général. Bref, toute une série de détournements des financements, plus préoccupant du point de vue des principes, alors que je citais tout à l'heure l'article 2 de la loi 1905, qui dit que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est mis en place un système de reconnaissance, puisque le ministère de l'Éducation nationale reçoit chaque année des représentants de chaque réseau, catholique, musulmans, juifs ou enseignement privé laïque sous contrat, ou l'enseignement en langue régionale. C'est donc qu'il reconnaît des autorités religieuses, puisqu'il fait un dialogue avec eux, contraire à la loi de 1905. Et puis ce financement public, de fait, finance la ségrégation scolaire. Il y a un séparatisme des élites. Alors on a bien vu qu'évidemment pour Madame Oudéa Castéra, le collège Stanislas était un établissement de proximité. C'est pour ça qu'elle est allée. Sans doute que l'école publique au coin de la rue n'avait pas de place, sûrement. Donc les établissements privés scolarisent 3 fois moins de boursiers que le public. La part des élèves des classes sociales très favorisées dans les établissements privés est passée de 26 à 40% en 20 ans. Donc ils sélectionnent les plus riches. Puisqu'évidemment, ce système d'enseignement privé sous contrat fait que même s'ils sont astreints à un certain nombre d'obligations comme le respect des programmes scolaires, ce qui n'est pas rien, ils peuvent choisir leurs élèves. Et même si ce n'est pas très cher, parfois l'inscription dans un établissement privé et que donc des familles moins favorisées peuvent quand même mettre leurs enfants, forcément que c'est moins cher puisque les personnels sont payés par nos impôts. Eh bien, ils choisissent leurs élèves. Et donc cette fuite des milieux favorisés dans l'enseignement privé continue d'aggraver la situation de l'enseignement public qui, lui, comme on me l'a souvent répété en réunion syndicale, quand on disait qu'on avait des problèmes avec les élèves et que le rectorat nous disait « mais la République accueille tous les élèves ». Je dis « oui, d'accord, on veut bien tous les accueillir, mais donnez-nous des moyens de les accueillir quand même ». Donc, voilà. Et puis la mission de service public n'est pas toujours assurée dans les enseignements, dans les établissements privés. Alors, par exemple, il y a des phénomènes de ségrégation. Ah bah oui, tiens, les élèves de Stanislas. Bon. C'est pas gentil ce que je vais dire, mais c'est pas grave s'il y a une caméra. Il y a cette année-là, l'année précédente, j'ai emmené des élèves. Donc moi j'enseigne à Mantes-la-Jolie au Val-Fouré, et j'ai emmené des élèves visiter le musée Carnavalet. Bon. Alors c'est des élèves de classe préparatoire, mais de Mantes-la-Jolie, pour beaucoup qui viennent de la ville de Mantes-la-Jolie et ses alentours. Et puis je leur ai fait un cours avant d'épistémologie des sciences, et surtout je leur ai dit attention, en sociologie, pas de stéréotypes, pas de clichés, pas de stéréotypes. Et malheureusement pour moi, dans la file d'attente derrière nous, il y avait les élèves du collège Stanislas. Et alors, en matière de stéréotypes et de clichés, tous les garçons étaient en petite chemise, et ce jour-là, il y avait 3 gouttes, il y avait tous des bottes aigles. Voilà. Toutes les filles étaient en robe, comme ça, mi-longue, la moitié avec des serre-têtes. Et les accompagnatrices aussi, en robe mi-longue. Voilà, j'ai dit, excusez-moi, voilà, c'est la sociologie de base. Voilà. Bon, pardon. Donc, il n'assure pas toujours les missions de service public. On a vu que certains cours d'éducation sexuelle sont refusés dans les établissements privés, même sous contrat, que l'État devrait les sanctionner.
mais comme il faudra faire 1500 ans pour les contrôler, le temps qu'on les contrôle, hein, voilà. En revanche, il y a 3 établissements musulmans en France, eux, ils sont contrôlés. Systématiquement. Bon, il y a une inégalité dans les contrôles. Pendant le Covid, tout le monde se souvient qu'à la reprise des cours, il y avait un système, surtout ceux qui avaient des enfants en âge de scolarité ou enseignants, un peu bizarre. On faisait cours à des classes soit la moitié, soit l'après-midi, pas le matin. Voilà. La plupart des enseignements privés ne l'ont pas fait. On a accueilli tous les élèves. Et dans les dossiers de sélection à Parcoursup, que moi j'avais, puisque j'étais dans le supérieur à ce moment-là, ils écrivaient que eux, les élèves, avaient eu les cours en classe entière tout le temps. Donc ils revendiquaient le fait de ne pas avoir appliqué les consignes sanitaires. Bon, on n'en tenait pas compte, mais il n'empêche qu'ils le faisaient valoir comme principe, ou alors certaines dispositions du choc des savoirs qui sont tellement aberrantes du point de vue pédagogique que même l'enseignement privé n'en veut pas, eux, ils ne l'appliqueront pas, ils l'ont déjà dit. Voilà. Donc c'est dans ce contexte général d'une offensive contre l'école publique laïque et un financement absolument terrible du privé qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont décidé de relancer la campagne pour la suppression, l'abrogation de la loi Debré, c'est-à-dire pour retourner au slogan qui avait uni quantité de gens et d'associations dans les années 60, fonds publics pour l'école privée. Voilà. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que j'ai dit ? Fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. C'est tellement le cas. On avait compris. Voilà. Bien. Et donc, il y a un collectif qui s'est organisé autour de la Fédération syndicale unitaire, la FSU, qui est le principal syndicat en nombre d'adhérents de l'enseignement public, de l'école primaire au supérieur, le CNAL, qui est un collectif d'associations laïques, l'UNSA, l'ancienne FEN, Solidarité laïque, la CGT, l'UFAL, l'Union des familles laïques, je ne sais plus ce que ça veut dire, famille laïque, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme et la Fédération nationale de la libre pensée, donc nous, pour essayer de se saisir de ce renouveau dans l'opinion publique, de connaissance de ce que l'enseignement privé fait à l'école publique, pour mettre en place un plan de sortie de l'enseignement privé. Et donc, même si l'abrogation de la loi Debré reste notre slogan, nous essayons de réfléchir aux conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement mettre fin à ce financement. Ah oui, c'est normal, si je mélange mes pages, je n'y arriverai pas. De l'école privée. Alors je signale que l'an dernier, en décembre, avec Carole, nous étions allés à l'Assemblée nationale, invités en tant que libre pensée, à une conférence du député Bastien Lachaud, qui a déposé un projet de loi pour la France insoumise d'extension du principe de laïcité sur le territoire. Donc il y a toute une série de mesures qui ne concernent pas forcément l'école, mais notamment l'abrogation des concordats, puisqu'il y a encore des départements sous régime concordataire, etc. Et il y avait un point de ce projet de loi qui ne parlait pas de l'abrogation de la loi Debré dans le texte, mais qui disait libérer l'école privée de la tutelle de l'État. Donc une formule un peu euphémisante pour dire puisque les écoles privées veulent être vraiment libres, qu'elles le soient complètement. Donc on arrête de les financer, elles retrouvent leur liberté, et se financent eux-mêmes. Bon. Or, chacun comprend bien que quand même, avec 2 millions d'élèves scolarisés dans le privé, même si nous sommes pour l'abrogation de la loi Debré, nous savons qu'elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'on se retrouvera avec un problème presque d'ordre public, de bambins dans les rues. Voilà. Bon. Donc à la Fédération de la libre pensée, notamment avec notre camarade Dominique Gousseau, de la, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, structure juridique de la libre pensée, on a mis en place un plan de sortie sur 6 ans. Vous voyez, on est quand même des gens qui savent planifier les choses. C'est à la fois une législature, mais aussi c'est de la 6e à la première, quoi. Ça fait toute une génération, un parcours progressif de l'enseignement privé. Qui permettrait de tenir compte des paramètres démographiques, de la nécessité de donner le choix au personnel, parce qu'on veut quand même, nous, on n'est pas pour licencier tout le monde, puisqu'ils sont sous contrat et qu'ils ont un statut quand même, donc de choisir soit de continuer dans le privé, soit d'intégrer l'enseignement public, avec un système aussi de récupération éventuellement de locaux, parce qu'il faut quand même pour 2 millions d'élèves, 11 millions de mètres carrés de surface. Donc, soit il faudra récupérer des établissements
privés, soit il faudra en construire d'autres, etc. Et donc on a planifié la sortie de financement de l'enseignement privé en 6 ans, en finançant notamment les sommes au titre de une nouvelle somme nécessaire en récupérant les 12 milliards, puisqu'on ne les donnerait plus au privé. Voilà. Et l'essentiel de ce projet tient en un article de loi qu'on propose. L'article L151.1, alinéa 1, est inséré dans le Code de l'éducation. Premièrement, l'État organise l'enseignement public, laïque et gratuit à tous les degrés. Les collectivités publiques consacrent aux établissements publics d'enseignement les ressources nécessaires à l'instruction de tous les enfants. Deuxième alinéa, le financement de l'enseignement privé repose exclusivement sur des ressources privées. L'idée, c'est qu'on ne va pas contre le principe constitutionnel de liberté des parents de choix, mais s'ils veulent mettre leurs enfants dans des établissements privés, ce n'est pas à l'État et donc aux impôts universels de tout le monde de payer. Donc voilà un petit peu ce que nous avons mis sur la table, ce qui a un peu surpris d'ailleurs certains interlocuteurs qui continuent à réclamer l'abrogation de la loi Debré, mais qui ne vont pas plus loin dans la volonté de la mettre en œuvre et qui, dès qu'on commence à essayer de l'obtenir, disent oui, ça va être compliqué, etc. Très bien, on discute. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est peut-être 7 ans, c'est peut-être 5 ans, il faut peut-être, voilà, mais au moins on a un plan pour discuter pragmatiquement de cette sortie du financement privé. Et ça fait partie des activités que la Libre Pensée a pour les mois à venir, c'est-à-dire populariser ce plan de sortie de l'enseignement privé, parmi d'autres choses, d'autres initiatives, mais dont on parlera peut-être pas en discussion, mais qui dépassent le cadre de l'école, sur la question des crimes de l'Église, voilà, sur un certain nombre de points sur lesquels nous continuons d'avancer. Écoutez, voilà, 3 quarts d'heure à peu près. Parfait. Bon, je vous remercie. Et la discussion est ouverte.